Avec Suzanne Laberge. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Premier ministre chrétien rejette la possibilité de changement constitutionnel profond au pays. Il dit préférer un renouvellement du fédéralisme étape par étape. Il a fait ses déclarations devant l'aile québécoise de son parti, réunie en Conseil général à Saint-Hyacinthe. Une réunion où la question constitutionnelle a néanmoins dominé les discussions, puisqu'on y a présenté une nouvelle formulation sur le caractère distinct de la société québécoise. Et c'est une proposition qui suscite tout un débat, nous dit Guy Gendron. 6 mois après le référendum, le premier ministre Jean Chrétien livrait son premier véritable discours au Québec. Et ce qu'il est venu dire au Conseil général de son parti, c'est que malgré la victoire très serrée des fédéralistes, ils ne doivent pas trop espérer de changement constitutionnel. Quelles que soient les difficultés référendaires, vous savez que l'heure n'est pas au bouleversement constitutionnel à ce moment-ci. C'est d'ailleurs, dit-il, un constat unanime. J'ai parlé avec tous les premiers ministres de toutes les provinces depuis plusieurs mois et il n'y en a pas un qui est intéressé vraiment à entrer dans un grand débat constitutionnel. La réponse au référendum, explique Jean Chrétien, viendra plutôt d'ententes concrètes entre Ottawa et les provinces, pas à pas. Ce que nous favorisons, nous, c'est le fédéralisme renouvelé. Et nous allons renouveler étape par étape. Cette déclaration du premier ministre survient au moment où l'aile québécoise du Parti libéral cherche à remplacer le concept de société distincte, inscrit au programme du parti depuis 10 ans. Que ça s'appelle société distincte ou une autre expression, personnellement, ça m'affecte peu. Mais je pense qu'ils vont essayer de défaire le dictionnaire et en trouver un autre. Et effectivement, la commission politique du parti propose une alternative. La reconnaissance que le Québec est le foyer principal de la langue, de la culture et de la tradition juridique française en Amérique. Mais le projet a fait l'objet de débats, souvent animés. Puis je pense qu'on a assez de problèmes de vendre la société distincte dans le reste du pays. Mais je me trouverais mal placé pour expliquer dans n'importe quelle province c'est quoi un foyer principal. On ne se cachera rien ici. On sait que le mot distinct est très, très difficile à accepter parce qu'il y a une connotation différente. Dans la confusion, les militants ont coupé la poire en deux en ajoutant au concept de foyer principal une référence au principe de la société distincte. C'est vrai qu'il y a encore des résistances. C'est vrai qu'au point de vue sémantique, le mot distinct n'a pas tout à fait la même connotation en anglais et en français, mais on compte sur l'intelligence vraiment de l'autre communauté, de l'autre langue pour comprendre. La proposition, qui reviendra en séance plénière dimanche matin, a été facilement adoptée. Quelques minutes plus tôt, Jean Chrétien disait qu'il aime bien l'expression foyer principal pour remplacer société distincte, car il affirme que ça ne servirait à rien d'avoir une conférence constitutionnelle sur la société distincte, puisqu'il n'aurait pas l'appui nécessaire de 7 provinces. Guy Gendron, à Saint-Hyacinthe. C'est un conseil général qui a par ailleurs donné lieu à une manifestation, celle d'une cinquantaine de travailleurs de l'usine Kenworth de Sainte-Thérèse, opposés à la fermeture de leur usine de poids lourds en juin prochain. Eh bien, à leur grande satisfaction, ils ont obtenu l'engagement du gouvernement fédéral qu'ils travailleraient à maintenir leur usine ouverte. Michel Filteau là-dessus. On a une confirmation d'eux autres, de M. Coderre, de Galliano et de Cochon qui vont vraiment s'embarquer dans ce dossier-là pour faire quelque chose à ce niveau-là. Cet engagement-là, il l'attendait depuis quelques jours déjà. Après l'annonce mardi de la fermeture de l'usine de Sainte-Thérèse, après plusieurs manifestations, et après que Québec ait pris les devants en rencontrant en secret jeudi dernier les représentants de la compagnie mère Packard de Seattle, le gouvernement fédéral décide enfin de s'impliquer. Mon collègue, le secrétaire d'État au développement régional pour le Québec, Martin Cochon, et son bureau est en contact avec le bureau du ministre de l'Entrée, du vice-premier ministre du Québec. Et donc, il y a des rencontres qui vont se faire à partir de lundi pour explorer toutes les possibilités. Hier, le syndicat réclamait cet engagement. Et malheureusement, je me répète, le fédéral n'est pas là. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est avec satisfaction qu'on accueillait les premiers pas du fédéral. Mais ce matin, officiellement, ils ont vraiment décidé là, de commencer à mettre la main à la pâte pour voir finalement s'il n'y aurait pas moyen d'arriver au bout du tunnel et de faire quelque chose pour sauver les 900 jobs. Si encourageant, la rencontre de jeudi au bureau du ministre Bernard Landry a eu lieu à la demande de Packard. Plusieurs hypothèses sont sur la table. Aide financière ou prêt sans intérêt pour la modernisation de l'usine. Amélioration du climat de travail.
politique d'achat de camions de la part du gouvernement. Demande de l'aide pour le nourrisson qu'il tient dans ses bras. Côté a besoin de l'appui du Zentrum, le puissant parti politique catholique. Monseigneur Cass, le président du Zentrum, a annoncé qu'en dépit d'une certaine crainte, il voterait les pleins pouvoirs à Hitler. Hitler et ses amis le rassurent. Ils affirment que l'un des premiers devoirs de l'État est de susciter un retour véritable à la vie religieuse. La preuve, ils font précéder l'inauguration du premier Reichstag élu sous le régime nazi d'une messe à l'église de Potsdam, le sanctuaire de la tradition prussienne. Le 28 mars, l'église répond par un geste. Les évêques allemands reviennent sur l'interdiction imposée aux catholiques d'appartenir au Parti national-socialiste. Les membres du parti sont désormais admis en uniforme à tous les sacrements, et les cloches des églises ponctuent les fêtes organisées par l'État. L'épiscopat allemand vit depuis la défaite de 1918 dans la crainte d'une révolution qui fermerait les portes des églises comme en Russie. Pour les évêques, Hitler est d'abord un solide rempart contre le bolchevisme. Au Vatican, le pape cherche depuis très longtemps à signer un concordat avec l'Allemagne. En 10 ans de négociations avec la République de Weimar, il n'a pas réussi à aboutir à un accord. Et voici qu'Hitler lui tend la main. C'est Monseigneur Pacelli, le futur Pie XII, qui mène à bien les négociations. Par ce concordat, l'Allemagne garantit la liberté du culte aux catholiques. En contrepartie, les membres du clergé sont interdits de politique et les évêques prêtent un serment de fidélité au Führer. Le 20 juillet 1933, l'accord est signé. Le pape estime qu'un tel traité permettra de se défendre à partir de positions légales. Hitler, lui, y voit une magnifique victoire diplomatique. L'Allemagne n'est plus seule à l'acclamer. Il vient d'acquérir une respectabilité internationale. Ici, à l'abbaye cistercienne de Oberhausen en Westphalie, a été créé un centre de recherche sur les relations entre les catholiques et les nazis. Georg Falk, ce jeune historien, tente de répondre à une question qui depuis 50 ans occupe les spécialistes. Pourquoi Hitler, après avoir obtenu satisfaction avec le Concordat, tente-t-il de marginaliser puis d'écraser l'Église allemande? On trouve des indices dans la presse catholique de l'époque, dit-il. Voyez ses ennuis avec la censure. Ou bien ici encore, 2 responsables catholiques ont été assassinés. Et les nazis ont eu le cynisme d'envoyer aux familles qui s'inquiétaient du sort des leurs des restes incinérés. Tout ce qui entrait dans le domaine culturel ou politique était menacé. Cela correspondait tout simplement à l'inspiration du national-socialisme qui proclamait « Nous voulons ». Libérale à qui il demande maintenant d'appuyer la réforme en cours. Les explications de Maxence Bilodeau. Marc-Yvan Côté, libéral jusqu'au bout des doigts, a toujours été impitoyable dans ses attaques contre le Parti québécois. Toujours, non. Il y a une exception quand il parle de santé. Nous devons saluer et remercier les premiers ministres Parizeau et Bouchard pour le choix judicieux du Dr Rochon comme ministre de la Santé et des Services sociaux. Apologie de Jean Rochon. Nous avons été chanceux, comme citoyens, d'avoir un homme de cette qualité et de cette trempe qui a assumé et assuré la relève au niveau du ministère de la Santé. Marc-Yvan Côté rappelle que la réforme de la santé a été amorcée dans les années 80, alors qu'il en était le ministre, que c'est un changement essentiel pour augmenter l'efficacité du système et pour en réduire les coûts de fonctionnement. S'il a un grand reproche à faire au gouvernement Bouchard, c'est, dit-il, de ne pas révéler toute la vérité. Selon lui, le gouvernement devrait arrêter de laisser croire que la réforme n'affectera pas le simple citoyen. Il devra payer davantage et obtenir moins de services. C'est ça la vérité. À l'Assemblée nationale, l'opposition libérale attaque le gouvernement avec acharnement à propos de la réforme de la santé. Marc-Yvan Côté demande à ses anciens collègues libéraux de cesser de chercher à bloquer cette réforme. Ce que je dis, c'est qu'on a perdu du temps. Donc arrêtons de perdre du temps et passons à l'action. Est-ce que
vous dites à l'opposition, c'est collaborer dans ce dossier-là. Et cesser de faire d'opposition comme on la faisait. Il y a quelques années, comme j'ai fait moi à une certaine époque. Dans ce dossier, il critique les libéraux, encense les péquistes. Marc-Yvan Côté serait-il en train de changer de camp? Mais inquiétez-vous pas. Je ne changerai pas mes couleurs. Elles sont de mon sang. Hein? Ici Maxence Bilodeau, à Québec. Et toujours à propos de la réforme des soins de santé au Québec, ce midi, à l'hôpital de La Salle, au sud-ouest de Montréal, on a tenté d'organiser une manifestation pour protester contre la fusion de cet hôpital avec celui de Verdun dans le nouveau centre hospitalier en Grignon. Eh bien, c'est un geste qui n'a pas eu le résultat escompté, comme le rapporte Marie Cloutier. Depuis le 1er avril, l'hôpital La Salle a fusionné avec Verdun. Mais lors de la fusion, l'hôpital La Salle a perdu beaucoup de plumes. Là, on transfère tout ça en centre d'accueil et on ferme des services comme l'urgence, les soins intensifs, les cliniques, le physio, et on transfère tout ça à Verdun, le labo. Donc, le monde de La Salle va être obligé de se déplacer à Verdun. Ce groupe d'employés avait tout mis en œuvre pour mobiliser la population de La Salle en organisant une grosse manifestation. Mais pour ça, il faut du monde et la population de La Salle n'est pas venue les appuyer, ni la plupart des employés à l'intérieur de l'hôpital. Un dur coup pour les organisateurs qui attendaient des milliers de personnes. Le monde ne pense pas maintenant ce qui va se passer, mais dans 1 an, 2 ans, lorsque ça sera fait, ils vont les réaliser. Puis là, peut-être qu'il aurait dit, ben j'aurais dû, mais des j'aurais dû, là, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Gilles Brouillette est médecin ici et la pilule est difficile à avaler. Je vois tout ça qui s'en va à Verdun. Ça me fait un petit peu mal au cœur. Puis je pense que n'importe qui, sans avoir de rancune, là, je trouve que c'est difficile. C'est surtout l'investissement de 28 millions pour laquelle tous les gens, le conseil d'administration, notre directeur général s'est battu. Puis actuellement, ils laissent tomber ça, puis ils disent on fusionne avec Verdun, puis tout s'en va à Verdun, puis ici, vous devenez un centre d'accueil. Mais à défaut d'avoir des manifestants, plusieurs personnes se sont déplacées au cours de la journée pour signer une pétition qui dénonce des transferts de services. Ça dérange parce que moi, je reste dans le bout de site à aller croyer tout le temps à l'autre bout. À part ça, ils viennent juste de faire réparer ça, puis ça coûte pas mal cher, c'est ça. La Régie régionale a promis que la réforme de la santé ne toucherait pas à la qualité des soins. Il semble bien que la population de La Salle soit rassurée. Marie Cloutier, à La Salle. À Vernon, en Colombie-Britannique, c'était aujourd'hui qu'avaient lieu les obsèques de 7 des 9 membres de la famille Gacall, abattus la semaine dernière. Parmi les 2000 personnes présentes à la cérémonie funèbre sikh, on a exprimé la tristesse et aussi le recueillement. Mais on se demandait comment expliquer une telle tragédie. Nous avons le reportage de Jean Wolfe. 7 cercueils. Cette seule image donne toute l'horreur qui s'est abattue sur la famille Gacall et la petite communauté de Vernon en Colombie-Britannique. Près de 2000 personnes se sont déplacées pour les funérailles, se demandant encore, 8 jours après la tragédie, pourquoi. C'était le vendredi saint 5 avril que l'époux séparé de Rajoir est arrivé à la maison des Gacall alors que la famille préparait pour le lendemain le mariage d'une autre fille, Balwinder. Mark Shahal, en quelques minutes, a tué 9 personnes, toute la famille de son ex-épouse. Puis il s'en va dans un motel se suicider. Au funérailles à Vernon, la question se posait encore comment un homme, signalé à la police par son épouse pour agression et menace, a-t-il pu obtenir des armes à feu? Mais au-delà des questions, ces funérailles laïques sont le deuil de toute la ville de Vernon. Les Gacall étaient présents et actifs dans la communauté. L'une des filles Gacall travaillait avec cette dame à la pharmacie d'un grand supermarché. Ce qu'elle a dit est repris par le maire de Vernon. Pendant 2 heures, près de 2000 personnes ont fait procession devant les 7 cercueils. Après les discours, ceux qui restent, la famille et les amis, sont repartis pour une cérémonie privée. Jean Wolfe, à Vernon. Et maintenant, quel temps fera-t-il au pays demain? Demain, c'est dans moins d'une heure. Eh bien, une dépression au sud des Grands Lacs va amener de la neige fondante sur le sud du Québec et sur les provinces maritimes. Par contre, il y a une crête de haute pression qui, elle, va amener du beau temps sur le nord du Québec, sur l'Ontario et les provinces de l'Ouest. Alors, plus en détail. À Moncton et Halifax, on prévoit du temps nuageux et des chutes de neige. À 31. La quotidienne à 3 chiffres 2, 8, 8 et à 4 chiffres 8, 6, 3, 0. Et on termine avec le banco 2, 3, 5,
une croustarde aux pommes dorées de Kellogg's. Est-ce que je peux goûter? Juste une petite bouchée. D'Aix-en-Provence, qui était pratiquement une condamnation de la voix du Vatican et qui invitait les catholiques à ne pas lire ce torchon. Depuis quelque temps, une propagande sournoise se fait à Aix et sans doute ailleurs, que tous les catholiques sachent que cette feuille anonyme est dénuée de toute autorité. Elle est l'œuvre d'adversaires de l'œuvre de restauration nationale entreprise par le maréchal. C'est clair. Le martyre infligé à la Pologne à la même époque est sans commune mesure avec ce que vivent les Français. Pour quelle raison le Reich a-t-il décidé de crucifier cette nation et de faire subir un sort atroce à ses habitants? Dès septembre 1939, la terreur s'installe. Les catholiques figurent en bonne place sur la liste des victimes. En tout premier lieu, viennent les prêtres. C'est ainsi que dans ma ville, pas dans ma ville natale, mais à Pelplin où j'ai fait mon séminaire, le 20 octobre 1939, les Allemands ont exécuté presque tous les membres du chapitre et tous les prêtres professeurs, car c'était un centre important de culture polonaise. 50% des prêtres de Pelplin ont été assassinés pendant la guerre. Ils étaient persécutés par les Allemands d'une façon plus particulière parce que les Allemands sentaient, notamment Hans Frank, le gouverneur, que la résistance spirituelle religieuse catholique, en même temps, c'est une résistance politique ou nationale, n'est-ce pas, contre les Allemands. Alors ils voulaient détruire l'Église catholique par de différents moyens. Ils ne sont pas formés pour affronter une bombe à retardement comme celle-ci. Le beau-frère du propriétaire nous a dit qu'il y avait 3 bonbonnes qui avaient été remplies la semaine d'avant. Fait que là, on ne peut pas avancer plus, là. Les enquêteurs doivent attendre que le brasier soit refroidi avant d'investiguer plus à fond. Il s'agirait d'un accident dont on ignore comment. Les producteurs sont secoués, mais ils auraient l'intention de reconstruire. Guy Brouillette, TVA, Sainte-Sophie-de-l'Évrard. À Sainte-Foy, le mur d'une église incendiée il y a environ 20 ans s'est finalement écroulé la nuit dernière. Le bâtiment, situé à l'angle du chemin Sainte-Foy et de la route de l'église, était considéré dangereux par les résidents du quartier. Avec le temps, l'eau s'était infiltrée à l'intérieur des murs, dont certains avaient été construits en 1878. L'endroit est toujours à éviter puisqu'un des murs latéraux a perdu un point d'appui. À Laval, les chauffeurs d'autobus de la Société de transport réunis en Assemblée générale hier soir ont finalement accepté les offres patronales. 61% des chauffeurs ont donné leur aval au nouveau contrat de travail qui leur assure des augmentations salariales de 3,5% sur 5 ans. De son côté, la STL a demandé à ses employés de faire preuve de flexibilité et de disponibilité afin d'augmenter la productivité tout en évitant... Les frissons d'amour sont l'essentiel, car le meilleur de moi t'oublie pas est plus grave et le mal de toi plus grave. Et le mal de toi, je suis en manque de toi, manque de lumière pour faire ombre à mes pas.
Gauthier. Bravo, Bruno. Eh bien oui, c'est reparti comme en 14, hein? Mon kiki, c'est le cas de le dire. Encore une fois, je me déguise en trésorier. Je vais chercher l'argent. Je reçois de l'argent. Ça va se passer un peu comme ça tout au cours de la prochaine soirée. Nous sommes situés. J'ai beaucoup de choses à vous dire. D'abord, j'aimerais vous situer au centre Pierre Charbonneau. C'est là qu'a lieu le spectacle, le plateau principal. Il y a des places encore. Il ne fait pas tellement beau dehors. Si ça vous tente de venir faire un petit tour, vous êtes les bienvenus au centre Pierre Charbonneau. C'est sur la rue Viau, c'est à côté de l'aréna Maurice Richard, où se retrouvent tous nos autres copains qui attendent vos appels téléphoniques, évidemment, parce que les fonds, il faut que ça rentre aussi en même temps. Alors, venez donc nous voir au centre Pierre Charbonneau. Vous allez passer un moment des plus agréables. Vous allez voir qu'on est accueillant en bleu marin. OK? Cela dit, j'ai le plaisir de vous présenter mon premier invité, qui est un monsieur qui s'implique depuis de nombreuses années dans la mission de la Fondation Jean Lapointe. Il est le vice-président exécutif du groupe LGS, qui sont des spécialistes en informatique. Et ce groupe conseil s'implique également grâce à M. André Gauthier, qui est aussi le trésorier de la Fondation Jean Lapointe. M. Gauthier, bonsoir, bienvenue et merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, LGS, le groupe conseil s'implique encore une fois? Oui, effectivement, M. Marcotte, nous nous impliquons encore cette année. Vous savez, c'est une œuvre tellement importante. Nous avons décidé, en tout cas cette année, comme l'an dernier, d'y aller à fond. Il me fait plaisir de vous remettre une contribution de 4 000 $. Ça commence bien, 4 000 $. Monsieur Gauthier, je sais que vous êtes très impliqué dans la Fondation et ça prend du temps. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes impliqué comme ça, vous, personnellement? Qu'est-ce qui a fait que je me suis impliqué? Eh bien, effectivement, il est essentiel de s'impliquer pour un entrepreneur, que ce soit dans une compagnie d'informatique ou de haute technologie, de s'impliquer dans la vie sociale de son milieu. Et puis, moi, j'ai un message que je voudrais lancer aujourd'hui aux jeunes, certains des jeunes qui nous écoutent. Il y en a qui sont aux études dans nos écoles secondaires, nos cégeps, nos universités. Et moi, représentant LGS, qui est une firme en informatique, en haute technologie, je peux voir certains de ces jeunes-là rêver à une carrière dans ces domaines. Il y a ces jeunes-là qui sont aussi aux prises avec certains problèmes. Il y en a que c'est tout simplement des problèmes. Eh bien, il faut passer des examens, n'est-ce pas, pour y arriver. Hein? L'examen de maths là, qui s'en vient demain matin au cégep, n'est-ce pas? Ouais. Mais il y en a d'autres qui sont aux prises avec des problèmes de notre ordre. L'attirance peut-être un peu trop forte vers l'alcool, vers les drogues. Et à ceux-là, je vous dis, écoutez, faites-vous un but dans la vie et n'y dérogez pas, l'abandonnez sous aucun prétexte. Puis si par contre, eh bien, vous vous trouvez avec un problème de consommation, eh bien, la Fondation Jean Lapointe, le groupe Jean Lapointe, nous serons toujours là pour vous venir en aide. Merci beaucoup, M. Gauthier, vice-président exécutif du groupe LGS. Et évidemment, vous savez qu'il n'y a pas de possibilité de faire un téléthon comme celui-là sans évidemment avoir une foule de commanditaires qui nous facilitent les choses. Sinon, ça nous coûterait tellement cher qu'on serait obligé d'aller faire ça sur la rue Sainte-Catherine, au coin de Saint-Laurent, puis à ce moment-là, ce serait peut-être pas aussi payant. Alors, écoutez, nous allons remercier d'abord la compagnie Vidéotron qui s'est impliquée. Merci, M. Gauthier. La compagnie Vidéotron qui a procédé au câblage ici au centre Pierre Charbonneau et à l'aréna Maurice Richard. Ça permet aux centaines de bénévoles, évidemment, qui y travaillent, de pouvoir suivre le Téléthon à la télévision. OK? Maintenant, il y a Arsenault Transport aussi. Tout le transport du matériel que vous voyez ici ce soir et à l'Arena, eh bien, ce transport-là a été transporté par Arsenault Transport gratuitement. L'Hôtel des gouverneurs, Place du Puy, qui nous offre d'héberger les gens qui nous visitent des diverses régions du Québec parce que la Fondation Jean Lapointe rayonne dans toutes les régions du Québec. Eh bien, merci à l'Hôtel des gouverneurs. Cabano Kingsway, les transporteurs du matériel nécessaire aux 30 centres téléphoniques répartis à travers le Québec. Je vous ai dit, hein, c'est une affaire de société, c'est une affaire du Québec au complet. 30 centres. Eh bien, Kingsway y a participé. Le Centre international de formation professionnelle Édith Serré. Tous les gens que vous allez voir déambuler ce soir devant votre écran, votre petit écran, ont été maquillés justement par les maquilleuses de la formation professionnelle Édith Serré. Nous tenons à les remercier, évidemment. Et tout de suite, j'aimerais céder l'antenne à Jean Lapointe, qui a un petit mot à vous dire.
Merci, Pierre. En 1988, notre ami Pierre-Paul Tremblay avait été choisi bénévole de l'année. C'était un homme tellement attachant, avec un côté très, très humoriste aussi. Et puis, depuis 10 ans, après avoir fait un séjour à la Maison Jean Lapointe, depuis les dernières 10 années, Pierre-Paul a consacré beaucoup de temps à... Je vois sa photo, je viens tout ému parce que ça me donne... il a consacré beaucoup de temps et à la Maison Jean Lapointe et à la Fondation Jean Lapointe. Le 15 novembre 1995, Pierre-Paul est parti pour un monde meilleur. Eh bien, Pierre-Paul, tu nous manques, mais on sait que tu es là pour nous aider aujourd'hui, d'où tu es. Merci, Pierre-Paul. On va aller voir Jean-Marie maintenant. Allez, Jean-Marie. Merci. Je vais dire merci, papa. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Merci beaucoup. Ben là, c'est lancé. Ah. Bon, ben merci, papa. Faut le dire. T'es mon père, je le renie pas du tout. Merci. Et là, le Téléthon est lancé. Faut le répéter, c'est un blitz. Hein. On a 6 heures pour ramasser 1,8 million. Alors là, on veut que ça sonne. C'est en train de crier en arrière de moi. Les téléphonistes, les centaines de téléphonistes sont en arrière de moi pour répondre à vos appels. On veut que ça sonne certain. Mais cette année, je suis entouré de personnes que j'aime beaucoup. Il va y avoir Anne Bisson qui va venir nous rejoindre un petit peu plus tard. Puis Anne Bisson est enceinte. Donc là, c'est un effort qu'elle fait pour venir nous voir cette année. C'est important pour elle. Mais on a aussi 2 personnes qui sont très importantes pour moi. Des gens que j'estime beaucoup. Des grands professionnels. Puis des gens qui ont le cœur à bonne place aussi. Gilles Proulx et Jean-Marc Chaput. Gilles, je voudrais savoir, parce que là, moi, je suis un grand fan de votre émission. Puis je vous écoute parler tous les midis, vous en rencontrez des gens, puis des organismes, il y en a des tonnes qui vous appellent. Mais pourquoi vous avez choisi le Téléthon? Pourquoi vous avez décidé de vous impliquer dans celui-là? La première raison, c'est que je connais, j'aime bien ton père depuis l'époque de Méo Penché. Ah ouais. Et puis la deuxième, c'est parce que cette aide va un peu partout et les gens mêlent trop les choses. Ah, la Maison Jean Lapointe, c'est le Fonds Jean Lapointe pour aider une multitude de maisons à travers le Québec qui sont aux prises avec... Il n'y a pas rien que la boisson et les drogues. Il y a la pilulite aussi pour les gens du 3e âge, par exemple. Il faut les aider. On en a aidé dans le passé. Et on va prouver que ceux qui ont réussi à sortir, on en a ici ce soir. Mais il y en a peut-être d'autres demain qui vont être mal pris. Puis il faut les aider. C'est un peu pour ça. Puis on ne sait jamais, hein, il n'y a pas une famille qui, de près ou de loin, est pas touchée par la maladie aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés par cette maladie-là. Imagine-toi, puis l'entourage des personnes, des victimes aussi. Il faut penser à eux autres. Oui, c'est vrai. Merci, merci beaucoup de vous impliquer là. Vous allez passer 2 heures avec moi, intensif. Parfait. J'ai Jean-Marc Chaput qui va venir nous rejoindre un petit peu plus tard. Mais lui, il s'est dit, oh, moi, c'est pas plus tard, c'est tout de suite que je vais être avec vous autres. Tout de suite que je vais être là. Parce que j'ai un message pour tout le monde qui est à la télévision. Un message pour ceux qui nous écoutent. Hey, on fait-tu une chaîne de téléphone? Ça veut dire que tu appelles, puis une fois que tu as fermé le téléphone pour appeler ici puis donner, faire ton don, tu appelles ta belle-mère, puis tu dis à la belle-mère, appelle. Tu appelles ta sœur, puis tu dis à ta sœur, appelle. Ça serait extraordinaire. On aurait une chaîne fantastique. Juste une chaîne pour prouver que des humains peuvent en aider d'autres. Et un peu, tu demandais tout à l'heure, qu'est-ce que c'était? Bien, c'est la même chose pour moi. Mais ce qui me plaît dans donner, c'est d'en servir d'exemple. On a besoin de revenir à ce grand capital que les humains ont. La capacité d'être généreux, de dire « je donne ». Sacre à face, c'est facile. Hein? Tu prends un téléphone, tu as le numéro, même l'Alzheimer ne peut pas le manquer, il est écrit qu'il est tout le long, il se promène sur ma photo, il est tout là. Tu prends le téléphone puis t'appelles. Mais plus que ça, juste un effort cette année. T'appelles quelqu'un d'autre pour leur rappeler d'appeler ici. Merci Jean-Marc. C'est pas un gros montant d'argent dont on a besoin. Imaginez la gang, on est presque 7 millions au Québec. Un petit 2 $ chacun, ça réglerait beaucoup de problèmes. Puis je veux vous dire une chose, je suis entouré de co-animateurs, mais d'une gang de téléphonistes dont certains jeunes qui ont passé par les centres Jean Lapointe à Québec et à Montréal. Puis en plus, vous allez les voir, ils ont tous un chandail « Écoute-moi ». Là, tu l'appelles. Il y a leur JMP, il y a leur JML aussi. JML veut dire Jean-Marie Lapointe qui reçoit sa gang de jeunes qui ont leur chandail « Écoute-moi ». Ils sont pas juste à l'écoute pour écouter vos problèmes, ils sont prêts à le faire, mais ils sont là aussi pour vous comprendre puis vous donner un coup de main à vous aussi. Puis, si vous voulez donner un petit coup de main, donnez un petit 2 $. C'est pas énorme, 2 piastres. Ils sont là, ils attendent vos téléphones. Toute ma gang d'Écoute-moi, ma section d'Écoute-moi, des jeunes qui ont passé au centre Jean Lapointe à Montréal et à Québec. Vas-y, Jean-Marc. Oui, puis oubliez pas, appelez quelqu'un d'autre aussi. Important.
Ça, c'est la chaîne de Jean-Marc. Bien, merci beaucoup. Merci Gilles, merci Jean-Marc. On passe une excellente soirée ensemble. De retour tout de suite à Pierre Marcotte. Merci la gang, merci infiniment. Je vous dis, ça va péter le feu ce soir. C'est au centre Pierre Charbonneau, à l'Arena Maurice Richard. Ils sont en équipe également. Et vous savez que on parle toujours de la réussite parce que la Fondation Jean Lapointe, c'est devenu une énorme réussite à travers la province de Québec où socialement on est très impliqué. Mais ça ne se fait pas tout seul. Et il y a des fois, il faut dire merci aussi. Et ce soir, la Fondation Jean Lapointe a décidé de dire merci à des bénévoles de la toute première heure. On est rendu au 11e Téléthon. Et à la toute première heure, ce couple que je vais vous présenter s'est impliqué dès le début à la Fondation. Ils ont été des bénévoles assidus, année après année. Ils se sont fait un devoir de participer selon leurs moyens et selon le temps dont ils disposaient. Eh bien, puisqu'ils travaillent comme bénévoles depuis les tout débuts, on a décidé de les honorer cette année, à la 11e année de leur participation. J'aimerais vous les présenter, j'aimerais surtout que vous les applaudissiez très fort. Il s'agit de Anita Londéi et de son époux Denis Legault. Bravo la gang! Bravo et merci! Écoutez, tout de suite, je vais vous remettre les plaques parce que la Fondation Jean Lapointe a décidé non seulement de vous honorer, mais de vous remettre une plaque commémorative pour la disponibilité dont vous avez fait preuve envers cette œuvre. D'abord à vous, Anita, il me fait plaisir de vous remettre cette plaque. Mon cher Denis, toi aussi. Alors voilà, maintenant, là, vous allez me raconter, Anita d'abord, qu'est-ce que vous faites comme bénévolat? Alors, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes impliqué aussi? Qu'est-ce qui a fait que je me suis impliquée? Bien, premièrement, c'est avec mon mari Denis, qui lui avait été sollicité par le Club des Lions. Alors, on a commencé la toute première année, puis moi, je me suis impliquée avec lui. J'étais à la réception des téléphonistes au centre La Place du Puy. Et puis, ça fait pendant 2 ans de temps, et maintenant, ça fait 9 ans que je suis responsable des comités bénévoles, réception, VIP et artistes. Bon, ça se passe très bien, évidemment, année après année. Anita, vous y croyez à la cause? Certainement, parce que de plus en plus, aujourd'hui, c'est les jeunes surtout, c'est un fléau, puis je crois qu'il faut les aider parce que c'est notre avenir, les jeunes de demain, puis il faut, je pense, en prendre soin, puis il faut les soigner, puis leur donner un petit peu d'estime de soi, puis de joie de vivre, puis je pense que c'est important, les jeunes. Denis, vous, votre participation, parce que vous avez été le chef d'orchestre, si je comprends bien, c'est vous qui nous avez amené Anita. Comment ça s'est fait, cette motivation-là? Bien, comme Anita disait tantôt, avec les clubs Lyon, les premières années, on s'est impliqué énormément. Et d'année en année, avec Mme Villeneuve, Micheline, c'est devenu de l'amitié. Et à chaque année, le téléphone sonne à la maison au mois de novembre. C'est Micheline, puis on est encore là, on ne peut pas dire non. C'est des grands amis pour nous. Oui. Ouais. Ben, c'est merveilleux et je vous félicite. Je vous remercie évidemment de votre implication et je vous félicite de ces plaques. Merci beaucoup. On compte sur vous encore durant de nombreuses années. Monsieur et Madame Legault, Anita, Denis, merci infiniment. Eh bien voilà, chers amis, c'est comme ça que se crée la Fondation Jean Lapointe. C'est comme ça que ça se crée, un fonds, OK? Et quand on parle de la Fondation Jean Lapointe, il faudrait dissocier Fondation Jean Lapointe et Maison Jean Lapointe. La Fondation aide évidemment la maison et les maisons Jean Lapointe. Il y en a une à Montréal, il y en a une à Québec, il y a une maison de thérapie pour les jeunes également. Et tout ça sous le vocable de Jean Lapointe. Mais il y a plusieurs autres organismes que la Fondation Jean Lapointe aide. Par exemple, en Abitibi-Témiscamingue. Pour les gens d'Abitibi-Témiscamingue, juste pour vous montrer que l'argent est retourné dans votre milieu. Parce que quand on donne, on se demande toujours, qu'est-ce qui arrive avec l'argent? Eh bien, quand vous donnez, elle retourne dans votre milieu. Nous aidons l'accueil Harvey Bibeau à Amos, par exemple. Cette année, et ça peut changer année après année, les gens du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, il y a à Rimouski l'Arrimage que nous aidons, l'Apocatière, Don Rémy à l'Apocatière, Matane, le Tremplin. Et tout au cours de la soirée, je vais vous nommer des œuvres qui sont dans votre milieu, des maisons de réadaptation, des maisons qui servent à sortir du pétrin les gens qui sont dans le pétrin jusque-là, pour ne pas dire dans la merde. Et dites-vous bien que quand les gens sont capables de débourser des sous pour se prendre en main, on leur demande de débourser des sous. On aide ceux, avec nos sous et avec vos sous, on n'aide que ceux qui sont les plus démunis. Ces gens
qui souffrent justement d'alcoolisme, de toxicomanie. Et dites-vous bien que c'est pas drôle. Tous et chacun d'entre vous à la maison, vous avez peut-être ce raisonnement qui est bien primaire puis qui dit tout simplement, ils ont juste arrêté de boire, ils ont juste arrêté de se droguer. Dites-vous bien, pour un gars qui a de la misère avec la fourchette, je peux vous dire que c'est du trouble que d'avoir de la difficulté. Avec le coude et avec les seringues, c'est encore pire. Alors, il faut les aider. Et dites-vous bien qu'il faut se prendre en main tous et chacun d'entre nous. Et dans notre société, elle nous ressemblera en autant que nous aidions les autres. C'est ce qu'on vous demande ce soir. Nous espérons que nous trouverons les mots pour ce faire. Pour l'instant, nous allons apprendre les mauvaises nouvelles. C'est le grand journal à l'antenne TQS. Bonne fin d'après-midi, mesdames, messieurs. Accident tragique hier à Boisbriand, au nord de Montréal. 2 jeunes qui faisaient de la plongée sont morts noyés dans le lac d'une ancienne carrière. Toute la journée, les plongeurs de la Sûreté du Québec ont fouillé les eaux du lac artificiel pour tenter de retrouver les corps des victimes sans succès. Les recherches ont été suspendues en fin d'après-midi. Elles doivent reprendre demain matin. Les victimes Roger Bellil, 19 ans, de Boisbriand, et Guy Junot, 20 ans, de Sainte-Anne-des-Plaines, étaient des habitués de la plongée. Ils s'exerçaient en vue d'une excursion prévue pour aujourd'hui en Ontario quand ils se sont noyés. Au niveau des équipements de plongée, si on parle de tous les équipements de base, à l'heure où on se parle, on sait qu'il y avait tout, sauf au niveau de la sécurité, de boussole, câble, ces choses-là, on ne sait pas. À Montréal, maintenant, le cadavre d'un homme a été retrouvé cet après-midi dans un immeuble de la rue de Maisonneuve, dans l'est de la métropole. C'est le concierge qui a fait la macabre découverte. Selon les premières constatations, l'homme aurait été frappé à la tête avec un objet contondant, mais les policiers l'ont découvert enneigé de la montagne. Les techniciens d'urgence santé ont également été appelés sur les lieux. L'attaquant du Canadien de Montréal, Donald Brashear, a été impliqué dans un accident de la circulation hier soir. L'incident s'est produit vers minuit. Son véhicule a heurté un immeuble au coin des rues Papineau et René-Lévesque. Le joueur du tricolore aurait tenté d'éviter une automoto. N'importe qui peut attraper ça, donc c'est dans l'air. On peut l'attraper, puis ça peut rester dans notre système pendant un certain nombre d'années avant que ça ne se développe. Et habituellement, ce microbe, quand on l'attrape, il s'installe directement dans les poumons. Enfin, c'est ce qu'on m'a expliqué à l'époque. En fait, après avoir parlé avec lui, évidemment, il y avait une version plutôt particulière de ce qui lui est arrivé, mais je ne croirais pas que ce soit les pigeons qui l'ont rendu malade. Je crois qu'il a fait, du moins d'après ce qu'il m'en a dit, une histoplasmose ganglionnaire, c'est-à-dire donc une infection à champignons au niveau des ganglions du médiastin, donc du cou, et non pas une psittacose qui est transmise par les oiseaux, ou encore une cryptococose qui est transmise par les déjections de pigeons. Et c'est pour ça que ce champignon, normalement, il s'installe dans les poumons, il n'y a pas de problème. Mais dans mon cas, il s'est installé sur une veine qui fait circuler le centre, le cerveau et le cœur. Et en grossissant, naturellement, il exerce une pression sur la veine. Ce qui fait que dans les moments où tout ce qui pouvait en quelque sorte accélérer le rythme cardiaque faisait qu'il y avait une accumulation de sang, le sang ne passait plus tellement puisque la pression s'exerçait sur cette veine-là. Ça s'est présenté, en fait, si je comprends bien son cas, sous forme d'une masse située dans le médiastin qui comprimait les vaisseaux sanguins, qui empêchait la circulation sanguine normale. Comme je ne suis pas nécessairement très copain avec le médecin, pouvez-vous au moins me dire ce que ça représente, le côté sérieux, le côté pas sérieux? Et là, on m'a appris que je pouvais, à la rigueur, en avoir pour 3 ou 4 semaines à vivre. Et le traitement a consisté en une exérèse de cette masse-là. Ils ont enlevé les ganglions et qui ont rétabli la circulation. Et il n'a pas eu besoin d'avoir de traitement anti-champignon parce que l'infection n'était pas disséminée chez lui, elle était localisée, mais avait quand même formé une masse de ganglions, une masse inflammatoire qui faisait que ça comprimait la circulation sanguine normale. Et effectivement, c'était une opération plus importante puisque on part d'en dessous des pectoraux pour aller jusque dans le milieu du dos et remonter au-dessus de l'omoplate, en sciant les côtes, en sortant les poumons pour finalement avoir accès à l'endroit qui était bloqué, c'est-à-dire la veine cave. Ces champignons-là, dont plusieurs variétés, sont des habitants normaux de l'environnement. Dans plusieurs environnements, sont des vivants dans le sol. Donc, ils peuvent se retrouver dans l'air sous forme de spores, sous forme de micro-gouttelettes ou d'aérosols. Et on peut accidentellement les inhaler, les respirer. Dans la grande majorité des cas, 99% des cas, ce champignon-là ne va pas plus loin que ça. Il est contrôlé par l'organisme et il est éliminé. D'avoir vécu ma jeunesse dans un pays comme le Maroc, enfin un pays latin, où on a beaucoup le sens de la fatalité, je dirais.
J'ai accepté ça avec une certaine fatalité, effectivement, parce que je me dis, bon, ben, écoute, si ça devait arriver, ça sert à rien de se poser des questions, pourquoi moi, etc. Une fois qu'on se la pose, là, on se dit, bon, ça ne changera rien. Donc, on accepte les choses avec une certaine fatalité. Une bonne proportion des Québécois qui vivent le long du bassin de Saint-Laurent sont exposés de façon naturelle à ce champignon-là, mais ne font pas la maladie. Ils vont plutôt présenter certaines séquelles qu'on peut, au niveau de certains tests, mais ne sont jamais symptomatiques de cette infection-là. Pour lui, ça a été un accident tout à fait malencontreux. Ça s'est développé chez lui, vraisemblablement parce qu'il se défendait moins bien ce jour-là, peut-être. Mais ça, c'est spéculatif, on ne peut pas en dire plus. Mais ça s'est développé chez lui, comme il arrive que ça se développe très rarement chez des personnes normales. Quand on regarde tout ça après, mon Dieu, on se dit que finalement, la vie, on fait toutes sortes de plans pour l'avenir, etc. Puis finalement, la vie, elle se charge toujours de défaire les meilleurs plans. En fait, on se rend compte que la vie, on ne peut pas la planifier, elle tient un fil. Alors depuis, j'essaye de vivre effectivement au jour le jour, d'une certaine façon, parce que je me dis toujours, je suis pas sûr qu'il y ait un lendemain. Tu parles au docteur? Non, je n'ai pas. Quand tu vois ta mère, ça va mieux pour ta prostate? On dirait, ouais. Ouh. On aime donc ça se tenir au courant des dernières trouvailles en matière de santé, beauté, voyage, mode, mais c'est pas donné à tout le monde. Sauf chez Pharmaprix. Nouvellement pressé, voici le magazine Mode de vie, offert gratuitement et seulement chez Pharmaprix. Dans le premier numéro, on y apprend comment votre diète affecte votre médication. Et il y a un article sur le porte-parole de Pharmaprix. Intéressant. Maman, j'ai faim! On dit bonjour? Ah! Pauvre Hugo! Quand j'en ai à manger les méchants muffins au son de sa mère! Ah! Écoute-moi! Regarde-moi! La maison Jean Lapointe et Claudette Larose, la belle Claudette qui a accepté de briser la glace. Merci beaucoup, Claudette. Claudette, je pense que vous êtes une femme qui avait beaucoup souffert dans votre vie. Oui, beaucoup. Oui, comme je disais tout à l'heure, une femme qui a mal aimé, qui a été mal aimée. Si j'avais pas eu la maison Jean Lapointe, je serais pas ici. Claudette, vous avez été mariée avec un alcoolique. Vous êtes toujours mariée avec lui. D'ailleurs, il fait du bénévolat ce soir. Hein? Il est au téléphone. Alors, on peut téléphoner, composer le numéro de téléphone pour donner généreusement. Claudette, votre mari a entrepris une thérapie. Il a bu pendant combien d'années avant de se décider d'arrêter? Il a arrêté à 50 ans. Là, il vient d'avoir 51 ans. Ça fait 1 an qu'il est arrêté de boire. Puis moi, ça fait 1 an que j'ai perdu ma fille. D'un suicide. Votre fille s'est suicidée. Alors, c'est une grosse douleur, ça. Et vous aviez entrepris, vous, une démarche au programme d'aide à la famille de la maison Jean Lapointe en février 95 et votre fille s'est suicidée en mars. 95. Et puis, elle avait le mal de vivre. Et puis, si ça n'avait pas été des thérapeutes de la maison, je pense que je ne serais pas ici aujourd'hui. La maison m'a aidé beaucoup. Puis, merci à Jean, parce que si on n'avait pas ça, je ne sais pas ce qu'on fait. Vous avez un appel à lancer. Parce qu'il y a beaucoup de suicides au Québec. Surtout chez les jeunes. Hein? C'est l'endroit où le taux de suicide est le plus élevé à travers le monde. Puis comme parent, ben c'est pas facile parce que on se sent coupable, on n'est pas correct. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est pas ça. C'est le mal de vivre. Et puis, j'ai écouté aussi les programmes à l'écoute Écoute-moi. Et puis, il parlait aussi de la maladie, l'anorexie. Elle faisait de l'anorexie aussi. Puis, là, ben, tu sens moins de culpabilité.
mais avec les thérapeutes aussi de la maison Jean Lapointe, je leur lève mon chapeau. Ils sont toutes fins, sont toutes... il y a beaucoup d'amour quand on rentre là. Beaucoup, beaucoup d'amour. Même maintenant, je fais du bénévolat tous les 15 jours. Puis je suis contente. Je vois des gens comme moi, puis j'ai le goût de lui crier, faites votre suivi d'1 an. Je l'ai fait, mon suivi d'1 an. J'ai sorti de là. J'étais contente. Puis maintenant, j'y pardonne le geste qu'elle a fait. Est-ce que vous pardonnez à votre mari aussi d'avoir bu pendant toutes ces années? Oui. Oui, parce que j'ai compris que c'était une maladie. Quand c'est une maladie, qu'est-ce que tu veux? Faut que tu pardonnes. Claudette, il y a Diane qui disait juste avant l'entrevue, je suis là, Claudette, pour t'accompagner ce soir. Diane, vous êtes thérapeute, vous êtes coordonnatrice. Oui. Est-ce que les thérapeutes sont des personnes qui ont passé par un peu l'étape de Claudette? Est-ce que vous avez été une femme, vous, qui avez mal aimé? Oui, effectivement. J'ai été 23 ans la conjointe d'une personne alcoolique. Je suis allée rechercher de l'aide dans des fraternités anonymes pour un petit peu me sortir de ma confusion et de la détresse que, comme Claudette était porteuse au départ quand elle est arrivée chez nous. Puis par la suite, je suis allée étudier en alcoolisme toxicomanie à l'Université de Sherbrooke. Et toute l'équipe de la Maison Jean Lapointe au niveau du programme d'aide à la famille sont des gens qui ont passé par là. Alors, ça permet de redonner aux gens, pas juste avec la tête, mais avec le cœur, les accueillir là, dans cette souffrance-là, parce qu'on a pour la plupart de l'équipe passé par là, soit comme maman, soit comme conjointe, soit comme sœur ou comme frère. Là. Alors, il n'y a aucun jugement, c'est l'accueil total, puis redonner de l'espoir. Parce qu'eux aussi, ils ont des souffrances dans ça, et il y a moyen de s'en sortir. Vous aussi, vous en avez des souffrances, je le sens, parce que vous écoutiez le témoignage de Claudette, puis je sentais que ça montait, vous aussi. Parce que j'ai vu Claudette dans la dernière année, quand elle parlait que le suivi mensuel a été bien précieux pour elle, pour sortir du deuil de sa fille, puis j'ai vu Claudette passer par une gamme d'émotions incroyables, et je relève le courage de cette femme-là. Hein. Alors, chapeau Claudette, d'avoir accepté de témoigner, d'avoir accepté de briser la glace et surtout d'avoir accepté d'aider autant de personnes. Surtout les gens qui souffrent, gênez-vous pas, demandez de l'aide. Le numéro de téléphone, si vous avez besoin de l'aide du programme d'aide à la famille de la Maison Jean Lapointe, vous composez le 514-288-2611. Il y a toute une équipe de thérapeutes extraordinaires qui vous attendent. Merci beaucoup, mesdames. Allons retrouver mon ami Jean-Marie Lapointe. Je suis en compagnie de 2 personnes qui ont été aidées par le Téléthon Jean Lapointe. Commencez, Roger. Bonjour, Roger. Roger, il y a 4 ans, vous avez dû faire un choix très important. Oui, effectivement. Je suis arrivé au bureau et puis j'avais des billets pour la Floride. Et puis, mon patron m'a dit que j'avais un problème d'alcool. Puis, il m'a donné un choix, soit la Floride ou soit m'en aller en thérapie. Et puis, j'ai choisi d'aller en thérapie 28 jours. Puis, votre patron vous a aidé. Ça, c'est merveilleux parce qu'on entend souvent des patrons dire que lui, s'il y a un problème de dope ou d'alcool, on le met à la porte. Vous, votre patron vous a aidé et votre famille aussi. Oui, ma famille m'a aidé. Ma femme m'a aidé beaucoup. Je la remercie. Puis, mes enfants. Puis, ça a été fantastique les 28 jours que j'ai pu passer à la maison de thérapie à Stratford. Super. Bien, on vous encourage à continuer à ne pas lâcher. Stéphane, toi, ça, c'est autre chose. La consommation de drogue t'a amené à faire des Moses de folie. Oui, la consommation m'a amené au suicide. Ouais. En plein bar, je me suis ouvert les veines. J'étais sous l'LSD. Ouais. Devant ma blonde, mon ex. Puis ça m'a amené aussi à voler ma famille, mes amis. Puis t'es allé en dedans avec ça aussi? Oui, j'étais allé en prison, oui. Mes parents m'ont sorti de là. C'est eux autres qui m'ont suggéré, qui ont envoyé une personne de la maison Carignan pour que je puisse faire une thérapie. Puis t'es encore là, puis toi, tu sors bientôt, tu sors dans 5 semaines. Oui, dans 5 semaines. Oui, j'ai hâte. Ça va beaucoup mieux qu'avant. Ça fait du cheminement, hein? Oui. Bien, lâche pas toi aussi, on t'encourage, Stéphane. Puis là, vous voyez 2 personnes qui ont été aidées par le Téléthon, mais par le biais de 2 maisons différentes. La maison Carignan, puis la maison à Stratford, la maison qui s'appelle le domaine de la sobriété. Alors, ça vous donne juste un exemple comme quoi on aide beaucoup de gens partout au Québec. On vous encourage à ne pas lâcher. On s'en va rejoindre Gilles. Merci Jean-Marie. Alors, faites-moi sonner ça, ces lignes de grâce. On a une armée de 250 téléphonistes. Ça en fait du commérage, ça, mes amis. Mais commérez pas trop longtemps, quand même. 250 téléphones pour vous accueillir. Alors, à l'avance, je vous remercie. On n'a que 6 heures cette année. Il y a déjà 45 minutes écoulées. Faut faire vite et on va battre le record de l'année dernière. J'ai ici un fidèle auditeur de mon émission. Mon Dieu, que je suis flatté. Il y a un gars qui m'a dit tout à l'heure, il dit, Prou, je t'écoute à tous les jours, j'aime bien ça, ton astrologie.
Il doit être né sous le signe du poisson, celui-là. Mais soyez poisson, si vous voulez, pour quelques minutes et soyez généreux. Mais Bruno Pelletier, lui, vous le connaissez peut-être pas. Il a fait fureur à Paris avec Starmania. Il a même connu la belle France Gall. Ça va bien, Bruno? Oui, ça va très bien. Ça va très, très bien. J'invite les gens. Moi, je suis un gars de Québec. Je suis un gars de la région de Québec. Et j'invite les gens de la région de Québec à donner, à être généreux. Je sais qu'il y en a beaucoup des télétons. Mais une cause comme celle-ci, je pense qu'il n'y a pas une famille où on ne connaît pas quelqu'un qui n'a pas un problème, soit avec l'alcool, soit avec les drogues. Et surtout au niveau de l'urgence pour les jeunes aussi. Je ne veux pas mettre l'accent trop sur juste une catégorie, mais au niveau des jeunes, je pense qu'il y a beaucoup de travail, il y a un malaise interne. Alors, à l'intérieur, je pense qu'il faut donner. Merci, Bruno. Oui, un beau message pour les jeunes. Et parlant de jeunes, je passe à rondelle à un vieux Pierre Marcotte. Gilles, merci infiniment. On se retrouve évidemment au plateau central chez M. Claude Melançon, un grand jeune homme que vous voyez régulièrement au Téléthon de la Fondation Jean Lapointe, qui est avocat associé chez Guy et Gilbert, et le président également de la Corporation des centres Jean Lapointe pour ados. Vous vous rappelez, 2 maisons pour ados Jean Lapointe, et ça a très bien fonctionné. Puis Monsieur le Président a décidé d'honorer justement un autre monsieur qui est le directeur général des centres pour adolescents Jean Lapointe. Je lui cède de la parole. Monsieur Maître Melançon, bonsoir. Bonsoir, M. Marcotte. Et oui, effectivement, nous sommes les récipiendaires de la médaille d'excellence du Centre canadien de lutte à la toxicomanie. Et c'est un hommage hautement mérité, évidemment, par son directeur général, M. Chabot, et par les jeunes. Mais d'abord, je voudrais vous l'offrir à vous, chers donateurs, donatrices, ainsi que bénévoles de la journée qui avaient rendu ça possible. C'est vous, enfin, chers donatrices et donateurs, qui avez permis en quelque sorte que le rêve de ces jeunes soit réalisé, c'est-à-dire un rêve d'être aimé, un rêve d'espérer en la vie, qui a fait en sorte que l'interrogation qu'ils avaient à savoir s'ils étaient aimés, vous avez transformé leur interrogation en une exclamation. C'est vous d'abord, en fait, à qui je dois cette plaque souvenir que nous avons eue du Centre canadien de lutte à la toxicomanie et que j'offre à son directeur général, M. Luc Chabot, pour le magnifique travail. Il mérite une bonne main d'applaudissement, le magnifique travail qu'il a fait comme directeur des 2 centres. Merci beaucoup, Luc. Sincères félicitations. Évidemment, merci infiniment et merci de votre implication. Ça s'est bien passé, ça a été très vite au cours des dernières années. Oui, c'est sûr que recevoir cet honneur-là, c'est tout un honneur pour nous. Mais j'aimerais souligner, en profiter aussi pour dire que c'est un travail qui se fait en équipe. On reçoit cet honneur-là, puis on le doit à tout l'ensemble du personnel, à tout l'ensemble de tout le monde qui participe un petit peu à la cause Jean Lapointe. Parce que l'excellence, on le voit tous les jours, nous, quand on voit un sourire, quand on voit des yeux qui pétillent, quand on voit des jeunes, comme on va en voir toute la journée lors du Téléthon. C'est ça qui est pour nous le plus beau résultat de notre travail. Alors moi, j'invite les gens à continuer à donner. C'est important, depuis 5 ans, on travaille pour offrir un service de qualité, puis on veut continuer dans cette voie-là. Alors, donnez généreusement, on en a besoin. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est le cas de le dire. N'oubliez pas de prendre votre téléphone le plus tôt possible. 250 téléphonistes attendent votre appel. Et les drogues, l'alcool, ne nous le cachons pas, c'est le problème de tous et chacun d'entre nous dans notre société. Impliquons-nous, s'il vous plaît. Édith! Alors, c'est grâce à lui si on est réunis tous aujourd'hui, ce soir, ensemble, pour essayer d'aider les gens à être heureux. Et cette année, il nous a offert un livre extraordinaire qui s'appelle « Pleurir », dans lequel il se raconte entièrement. Et on trouve dans ce livre-là une extrême grande générosité. Et moi, je l'aime beaucoup, cet homme-là. Il vient de sortir aussi un album qui s'appelle « J'ai entendu ça quelque part ». Cette chanson-là est là-dessus, « Pleurir ». Alors, mon grand ami, mon généreux ami Jean Lapointe, avec « Pleurir ». Merci beaucoup. Quand j'étais tout petit enfant, je pleurais souvent en riant. On m'avait baptisé Pleurir, Pleurira. J'étais toujours à fleur de peau, j'avais des émotions en trop. Ce n'était pas facile à vivre. Et puis les années ont passé, j'ai perdu le goût de pleurer.
Je voulais tout simplement rire, oui rire. Je me suis fabriqué des copains, toujours prêts à vous prendre la main, afin que la vie nous enivre. Le temps des roses est éphémère, mais les lilas sont toujours bons. Le temps des roses est éphémère, mais les lilas sont toujours bons. Les jours de vie m'ont fait grandir, je me suis mis à réfléchir. J'aurais donc voulu être un homme J'ai rencontré des gens meilleurs qui m'ont parlé avec leur cœur avant que mon bateau ne sombre. J'ai cessé de penser qu'à moi, remplacer le jeu par le doigt. J'ai bâti mon petit navire. Et puis au bout d'un certain temps, je suis redevenu enfant et me suis remis à pleurer. Le temps des roses est éphémère, mais les lilas sont toujours bons. Le temps des roses est éphémère, mais les lilas sont toujours bons. J'ai cessé de penser qu'à moi, remplacer le jeu par le toit. J'ai bâti mon petit navire. Et puis, au bout d'un certain temps, je suis redevenu enfant et me suis remis à pleurer. Le temps des roses est éphémère, mais les lilas sont toujours bons. Le temps des roses est éphémère, mais les lilas sont toujours bons. Mais les lilas sont toujours bons. Mais les lilas sont toujours bons. Merci beaucoup. Merci les rois. On va parler de vous autres tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Merci Jean pour cette belle émotion. La prochaine fois, il faut ajouter les marguerites entre les roses et les lilas. Vous savez, c'est vrai qu'au Québec, le taux de suicide est très élevé chez les jeunes. Ils se sentent mal aimés. Il y a comme une incapacité, un mal de vivre, mais il y a également beaucoup d'espoir. Ne serait-ce que de nous d'outiller notre jeunesse québécoise, ces jeunes vont réussir très bien à pouvoir s'en sortir. Regardons ensemble le témoignage de Caroline, qui a 16 ans et qui a entrepris en décembre dernier une thérapie au centre Jean Lapointe pour adolescents de Québec. C'était un lundi, j'ai consommé toute la journée, puis tout, puis c'est le soir, ça, j'étais sur un gros down, là. Puis j'avais juste le goût de partir, puis d'aller me tirer en bas du pont. Puis ça doit être ma PS qui m'a retenue, là, parce que j'y allais, là. Mais finalement, c'est ça, j'étais allée me coucher, puis dans le matin, c'était clair, là. C'était un problème avec Caroline, là. Puis c'est ça, c'était super dur de vivre avec ça, parce que j'étais
dans un sens, j'étais comme plus capable de vivre. Autour de moi, ma famille, je m'entendais pas bien avec ma mère. Avec ma soeur, je la jalousais au bout, là, parce que elle avait une super bonne relation avec ma mère. Puis moi, c'était comme, j'étais pas capable d'avoir une relation avec ma mère. Puis ma mère, elle avait un chum, puis son chum, c'est comme, il était déménagé chez nous. Puis ça, je l'acceptais pas beaucoup. Parce que j'ai eu de la misère à accepter que mes parents soient divorcés, là. Puis j'ai eu de la misère à l'accepter qu'ils viennent rester chez nous, puis que moi, je chantais ça comme il y avait des enfants, puis je chantais comme ils nous imposaient ces enfants-là. Ça, j'étais pas capable, puis tu sais, ça l'embarquait dans le compte. Puis il y avait juste avec mon petit frère que je m'entendais bien, tu sais. Et ce qui est le plus important pour moi, là, dans ma vie, là, depuis que je suis au monde, c'est d'être innocente dans la pointe, là. Tu sais, tu sais, je pourrais jamais leur remettre ce qu'ils m'ont donné, parce qu'ils m'ont donné de la vie, là. Parce que si je serais pas ici, je serais morte, là. Fait que pour ça, je les remercie beaucoup, parce que je sais pas, je pense que c'est ça, là, qui me tient, l'élément, là, c'est qui m'a donné la vie, là, puis un espoir pour vivre, puis tout, là. C'est beaucoup de l'espoir au centre Jean-Lapointe. Puis c'est une vie que vous donnez, là. En donnant de l'argent, c'est pour aider à quelqu'un à vivre, là. Puis que, tu sais, c'est nous autres, là, l'avenir, là. Puis que, tu sais, c'est la plus belle chose, je peux pas. Pour moi, c'est une vie. Si vous donnez de l'argent, c'est une vie que vous donnez. Je suis présentement en compagnie de Richard et de Yannick, deux jeunes qui ont passé par différentes maisons de thérapie. Commencer par toi, Richard, toi, tu as passé par l'accueil Harvey Bibeau. Mais toi, tu as tellement aimé ce que tu as vécu là-bas, c'est que tu as décidé d'un peu de redonner ce que tu avais reçu. Oui, c'est justement. Moi, ils m'ont donné la chance de faire d'entreprendre une démarche, de vivre une thérapie, pour me donner la chance de m'en sortir et d'être capable de vivre, en guillemets, comme une personne normale. Puis, eux aimaient ça, l'atmosphère qu'il y avait là, puis tout. Fait qu'ils m'ont donné la chance, moi, de travailler dans le domaine, puis de vivre au travers des gens qui sont dans le besoin. Ça fait 2 ans que tu as terminé, puis ça va très bien. Lâche pas, Richard. Toi, Yannick, c'est la même chose, toi aussi? Oui. Toi, tu viens du séjour de Jonquière? Oui. Moi, j'étais préposé là. J'ai demandé de l'aide là. Fait que, après ça, après mon stage, j'ai suivi une thérapie par après, puis ils ont décidé de... Ils t'ont gardé, ils t'ont tellement aimé qu'ils t'ont gardé. Ils m'ont tellement aimé qu'ils m'ont gardé. T'es rendu préposé aux bénéficiaires. Ouais. Hey, en 5 secondes, qu'est-ce que vous auriez à rajouter là, à votre gang? Toi, par exemple, toi, c'est à Jonquière. Oui, j'invite la population de Jonquière à donner généreusement, parce qu'on a besoin de votre aide. Merci. Puis toi, Richard? Ben moi, en Abitibi, c'est assez rare que dans une famille, qu'il n'y a pas une personne qui n'a pas un problème d'alcool ou de drogue. Si c'est pas aujourd'hui, ça va peut-être être demain. Fait que c'est important de donner aussi. Merci, Richard. On s'en va rejoindre Gilles. Eh bien, écoutez, là, on se croirait au service des impôts, ça sonne passé, je comprends bien que vous téléphonez pas. Ah, voilà, merci beaucoup. Alors, il y a mon ami ici, regardez, on a un cowboy avec nous, là, les auditeurs de l'Ouest. Vous pouvez téléphoner également. Puis les hommes, vous pouvez téléphoner à cette belle fille-là, de grâce. Sinon, je connais Jean Lapointe, il va vous faire une crise de larmes. Des larmes de crocodile peut-être, mais l'émission va revirer au tragique. Alors, de grâce, faites un effort, c'est pour une bonne cause, croyez-moi, et on répand l'argent, il doit se rendre là où il va aller. Merci. À toi, mon vieux Pierre. Merci beaucoup, Gilles. Et bien évidemment, au plateau central, je suis avec mon ami Jacques Boisseau. Et évidemment, nous sommes tous les deux dans la restauration à nos moments libres, comme dirait l'autre. Et Jacques est le propriétaire du Café Chérier à Montréal, célèbre maison que tout le monde connaît très bien. Mais il est aussi, par exemple, un des restaurateurs qui a fondé les Restaurants du Cœur. Cette association qui voit à ramasser des fonds à l'époque des fêtes pour justement en faire bénéficier les plus démunis. Et ils ont décidé d'appuyer la Fondation Jean Lapointe. Jacques Boisseau, bonsoir. Merci de cette implication. Comment ça s'est passé et comment ça se passe? D'où ça vient, les Restaurants du Cœur? J'aurais besoin d'avoir des explications là-dessus. C'est le Café Chérier qui a commencé à faire une levée de fonds comme ça, sans trop de motivation. Et on l'a fait une première année, puis ça s'est bien passé. Et dans les années qui ont suivi, les autres restaurateurs... Tu as commencé à faire du racolage? J'ai fait un peu de racolage, dont chez toi. Et puis, le temps de le dire, on s'est ramassé une couple de 100 restaurants. Et à chaque année, on fait une levée de fonds intéressante en vendant
notre fameuse spin dessinée par Vittorio. Oui. Et qui se vend très bien. On en vend des milliers par année. Et cette année, vous avez décidé que les profits iraient à la Fondation Jean Lapointe, c'est bien ça? Ben, écoutez, s'il y a des gens qui sont sensibilisés aux gens qui boivent, c'est bien les restaurateurs. On les voit boire dans nos restaurants. Souvent, ça nous fait de la peine. On voit même aujourd'hui ce qui ne se voyait pas autrefois. On arrête de les servir. Autrefois, on les servait quand même. Aujourd'hui, ça peut plus se faire. C'est là qu'on voit que socialement, on s'implique tous, chacun d'entre nous, un peu plus, un peu davantage, et que ça devient une implication individuelle. Jacques, merci beaucoup au nom des Restaurants du Cœur. J'espère que tous les restaurateurs vont se mettre en gang encore, hein, puis qu'on va faire un succès. Merci, Jacques Boisseau. Mesdames, Messieurs, j'aimerais vous dire que le Téléthon Jean Lapointe, c'est pas terminé. Ça se passe toujours au centre Pierre Charbonneau, c'est sur la rue Villot. Il y a des places là-haut. Vous pouvez venir vous joindre à nous. Vous allez avoir tout un spectacle à venir. Hein? Par exemple, à venir, au Téléthon Jean Lapointe, Mitsou, Marie-Claire Séguin, Edith Butler, Jody Richard, Zarzuela, Luc Dufault. Tout ça sous la belle direction de Daniel Piché et ses musiciens. À tout de suite. JMP sera de retour le 21 avril, 20h. Soyez... Vous êtes à l'antenne de TQS. Chaque année, depuis 10 ans, il y a vraiment un commencement d'atmosphère incroyable. Il y a encore quelques places. Il y a des gens qui veulent venir assister au Téléthon. Vous êtes les bienvenus. Il y a beaucoup de places dans les côtés, même en avant. Alors, ceci étant dit, dites nos prochains invités, moi, j'ai toujours eu beaucoup de reconnaissance pour Hugo Depeau. Lui, c'est lui qui fait toutes les mises en scène de ce groupe de danseurs. Et dès la première année, il est avec nous. Il ne nous a jamais quittés. C'est un grand bénévole. Et un de ces jours, on le récompensera sûrement. Si c'est pas nous autres, c'est le bon Dieu qui va le récompenser, parce qu'il a tellement mis d'efforts dans notre organisation et tout ça. Il est là déjà depuis le début, je pense. Depuis la toute première année. Toutes les chorégraphies, tout ce qui se passe, ça vient de M. Hugo Depeau. Je vais te laisser présenter son groupe maintenant. Alors, ce soir, il va nous danser Fame. Et ils vont être aussi, il ne faut pas oublier de le dire, ils vont être à Place des Arts le 21 et le 22 juin. C'est vraiment des danseurs exceptionnels. C'est les ballets modernes.
des petits vols, rien de bien important. Mais à un moment donné, on n'a plus rien. Notre famille nous renie, nos amis nous renient. Puis c'est pas long. Ça arrive pas mal plus vite qu'on pense. Puis moi, probablement que je serais couché dans le fond d'une ruelle, puis je serais à moitié mort. Si je serais pas mort. Si je serais pas déjà mort. D'après moi. Centre Jean-Lapointe, c'est vraiment ce qui m'a comme sorti du trou. Avant que je consomme, puis même mes parents, pendant que moi je consommais, ils disaient « Ah, la drogue, c'est loin. La drogue, c'est loin. » Mais juste regarder plus autour de soi, la drogue, c'est partout. Il y en a partout. Moi, je me rappelle, quand je suis sorti du centre Jean-Lapointe, j'étais comme sur une autre planète. Mais je suis revenu vite sur Terre. Parce qu'en arrivant à l'école, j'ai vu que la drogue, il y en avait partout. C'est très, très présent. Mes parents, ils se disaient « Ah, la drogue, c'est loin. » Je suis leur enfant, puis je consommais. J'étais gelé 24 heures sur 24 devant eux autres. Juste regarder plus autour de nous autres, puis voir le monde, comment ils sont. Il y en a qui commencent, il y en a qui sont en plein milieu de leur consommation, puis il y en a qui vont faire ça à vie. Juste voir, regarder beaucoup autour de soi. Puis vous allez voir que la drogue, puis le monde qui sont drogués, c'est vraiment proche de nous autres. Parce qu'on vivait plus. Là, on vivait pour la drogue. S'il n'y avait pas de drogue, on vivait pas. Comme j'ai dit, j'étais rien. J'étais vide en dedans. Puis eux autres, ils m'ont comme rempli. Ils ont tout dégelé. Puis maintenant, je vis avec mon coffre d'outils. J'ai appris à vivre pleinement ma vie. Avant, je perdais mon temps, puis ça donnait rien. Maintenant, quand je fais quelque chose, je sais pourquoi je le fais. Puis je sais que ça va donner quelque chose. J'ai appris à vivre, puis à me débarrasser d'un problème. Ça rappelle des souvenirs à mes invités et je crois que leur fille Chantal a appris à vivre aussi avec son coffre d'outils. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter Mme Lynn Gay, qui est responsable du service d'aide à la famille du Centre Jean Lapointe pour adolescents de Québec, qui est venue avec tout son fan club d'ailleurs, je peux le constater. Mme Micheline Chamberlain et M. Daniel Cochon. Monsieur et madame, vous faites partie d'une famille typiquement québécoise, une famille recomposée. Vous avez 2 enfants, vous en avez 3, vous vivez à 5. Et votre fille Daniel, a eu des problèmes de consommation. Ça vous a pris 3 ans pour vous en rendre compte. Oui, ça m'a pris 3 ans de m'en rendre compte. Ça faisait 3 ans que je me le faisais dire. Parce que Micheline, elle l'avait vu au début. Mais moi, ça m'a pris 3 ans à lui chercher toutes sortes d'excuses. L'adolescence, déménagement, divorce, toutes les raisons étaient bonnes. Comment se fait-il, Micheline, que vous vous étiez rendu compte que Chantal consommait et que Daniel voulait rien savoir de ça? C'est par rapport surtout à son comportement, qui était différent, très différent. Aussi que, comme j'ai toujours dit, c'était vraiment l'instinct maternel que je ressentais, que Chantal était en danger. Pour moi, je voyais ça très, très grand, très grave qu'elle consommait. Fait que ça me blessait beaucoup, beaucoup. Une journée, Daniel, vous êtes entré dans la chambre de votre fille Chantal, puis vous avez été obligé d'ouvrir les yeux et de vous rendre à l'évidence. Ah oui, cette journée-là, il faut dire que c'est Micheline qui avait poussé, là. Là, on a défoncé la porte, on a ouvert les tiroirs, on a tout vidé, il fallait en avoir le cœur net. Cette journée-là, on a tout découvert. Puis là, Chantal, elle a dit, « Oui, papa, je consomme. » Bien, cette journée-là, ouf, la pression est tombée. Puis on a commencé à dire, bon, on va travailler ensemble, puis on va chercher une solution. C'est là qu'on a pris le téléphone qu'on a appelé au Centre Jean Lapointe, Centre Jean Lapointe pour adolescents. Le Centre Jean Lapointe accueille des adolescents. C'est un service gratuit, mais il accueille également les parents. Alors, il faudrait peut-être parler de ce service d'aide qui est absolument indispensable pour la famille. Oui, effectivement, il est absolument indispensable et magnifique parce que les gens ont vraiment besoin d'aide lorsqu'ils trouvent leurs enfants intoxiqués ou lorsqu'ils sont sous le choc d'avoir découvert justement que leur enfant, leur adolescent, est intoxiqué et a mal aussi. Ils ont mal autant qu'eux et eux, en plus, ils sont à froid, ils n'ont pas consommé, ils ont vraiment besoin d'aide. Dites-moi, Lynn, est-ce que le comportement de Micheline et de Daniel, est-ce que leur comportement a changé? Oui, leur comportement a changé dans le sens qu'ils communiquent maintenant leurs émotions, eux aussi, à toutes les fois qu'ils se rendent compte que finalement, il y a un problème.
Daniel me disait justement que maintenant, il va prendre une marche avec sa fille le soir et il communique avec elle. Et dès qu'il soupçonne qu'il y a un problème, maintenant, il s'en occupe tout de suite. Ouais. Ben, d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Aussitôt qu'il a découvert qu'il y avait un problème de drogue, il s'en est occupé. Mais il le communique et je pense qu'il a confiance aussi dans son couple. Là, Daniel, vous maintenant. ne reconnaissez plus votre fille? Non, non. Quand on l'a laissée au centre Jean-Lapointe, elle était délabrée physiquement, puis moralement, mentalement. Aujourd'hui, quand elle est sortie de là, on ne la reconnaissait plus. On ne la reconnaissait plus. Une belle fille, les couleurs de cheveux étaient revenues, le sourire était revenu, le beau linge était revenu. Vous allez la voir dans quelques minutes. Là. C'est rendu une très belle fille. Est-ce que vous auriez pu la perdre? Je l'avais perdue. Elle n'était plus chez nous. Je ne savais plus où elle était, puis elle non plus, elle ne savait plus où elle était. Micheline, est-ce que vous vous êtes senti coupable? Vu que vous êtes entrée dans la vie de Daniel, que vous n'êtes pas sa mère, est-ce que vous vous êtes senti coupable? Non, je me suis jamais sentie coupable envers Chantal parce que faut dire aussi qu'avec Chantal, moi, j'avais une complicité entre moi et elle qui était très, très forte. Chantal, elle venait se confier à moi. Si elle avait un pépin, quoi que ce soit, c'était toujours moi qui se dirigeait de toute façon. Il faut dire que ça prend beaucoup de force et beaucoup d'amour dans un couple pour passer à travers ces épreuves-là. Puis je crois que chez vous, il y a beaucoup d'amour. Puis il y a 2 de vos enfants qui sont ici aussi. Puis il y a Chantal, donc ça fait 3 enfants, 2 autres à Québec. Beaucoup, beaucoup d'amour. Alors je pense que l'amour réussit parfois à sauver bien des choses. Ah oui, l'amour sauve bien des choses, la compréhension, puis savoir se parler quand on a des problèmes. Daniel, Micheline, Lynn, merci beaucoup. Et encore une fois, n'oubliez pas, ce service est totalement gratuit pour les familles et pour les adolescents. N'hésitez pas à entrer en communication avec les centres pour adolescents, les centres Jean Lapointe pour adolescents. Merci, on retrouve Jean-Marie Lapointe. Merci Marguerite. Là, je suis présentement dans la section « Écoute-moi ». C'est mes jeunes qui répondent au téléphone. Ils ont tous leur chandail « Écoute-moi ». Sauf que ça écoute pas fort, là. Ça sonne vraiment pas fort. On vous l'a dit depuis le début, c'est un blitz, hein. On a une petite course à faire. On n'a pas jusqu'à 24... On n'a pas 24 heures pour faire ce téléthon-là. On a une course. Alors, s'il vous plaît, téléphonez le plus vite possible. Mais vous voulez savoir à quoi ça sert, ces dons-là, que vous faites quand vous téléphonez? Bien, justement, je suis entouré de jeunes qui ont passé par les centres Jean Lapointe à Québec et à Montréal. J'ai, entre autres, Eliane. Salut, Eliane. Salut. Toi, t'as passé par le centre il y a plus qu'un an et demi maintenant. Oui, à peu près 1 an et demi, c'est ça. Qu'est-ce que le Téléthon, justement, a fait là, pour toi? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Bien, la thérapie qu'on a faite, c'est une thérapie qui coûte cher. Puis je pense que sans le Téléthon, j'aurais pas pu me payer cette thérapie-là. Puis je serais probablement encore en train de me geler sur le bord de la rue là, en ce moment. Tu dis qu'elle coûte cher, mais il faut dire une chose, que tous les jeunes qui passent par les centres à Québec et à Montréal, c'est gratuit, là. Ça vous coûte rien, là. Gratuit, 0 sous, là. Pour tous les super bons services qu'on a. Hey, je pense que tu as de l'effet. Ça vient de sonner sur ton téléphone. Merci, Eliane. J'ai aussi Julie qui a passé par le centre. Toi, ça fait combien de temps? À peu près 6 mois. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, sur le Téléthon? Ben, c'est grâce au Téléthon qu'on est capable de faire une thérapie, de se sortir de l'enfer, tout ça. Puis toi, comment tu t'en sors maintenant? Ça va bien? Oui, ça va très bien. Ça a l'air de bien aller ton affaire. Alors, j'espère que ça va sonner pour toi. Là, ça commence à sonner. On est bien parti. Merci, Julie. On va vous reparler. Je suis entouré de plein de jeunes qui ont fait le tour au centre Jean Lapointe, Québec et Montréal. On va leur parler plus tard. Mais dites-vous une chose. Là, vous avez l'exemple de 2 centres qui ont été aidés. Mais il y en a une trentaine qui ont besoin d'aide de la part du Téléthon Jean Lapointe. Alors, continuez à téléphoner. On s'en va rejoindre Gilles, qui est en excellente compagnie. Merci. Alors, mesdames et messieurs, on a appris qu'il y avait des gars qui avaient jeté des poteaux de téléphone par terre. On a réinstallé les poteaux de téléphone. Les lignes fonctionnent maintenant. Alors, téléphonez-moi, je vous en prie, et téléphonez à nos 230 personnes ici présentes. Et il y a une jeune fille qui aimerait bien qu'on téléphone, notamment depuis le lac Saint-Jean. C'est la belle Claudine Bourdage qui chante du Jacques Brel, mes amis. Bonsoir, Claudine. Bonsoir. Et là, tu invites les gens de ta région. Moi, je voudrais inviter les gens de Jonquière, tout spécialement. Écoutez, ici, on entend des gens qui nous disent « Ma fille ne consomme plus », mais donnez généreusement. On a besoin de sous, puis on a besoin de vous autres. Merci beaucoup, et à vous, Edith et Jean. Merci beaucoup, Gilles. Non, je trouve important que Jean-Marc Chaput et Gilles se donnent la peine de venir passer un dimanche après-midi. Je pense qu'il y aurait eu autre chose à faire. Ben oui, moi, j'apprécie ça au plus haut point. Ils sont très positifs, hein, des gens très joviales. Surtout que Gilles, c'est un vieux chum de longue date et tout ça. C'est une belle générosité. Oui, c'est une très, très belle générosité. Puis ça va nous aider énormément, ça, j'en suis convaincu. Notre prochaine artiste, c'est la persévérance, le talent et tout ça.
Et moi, ce que j'ai adoré de Mitsu, c'est finalement, elle nous a emmené toute une nouvelle façon de chanter, une nouvelle style de musique, un nouveau style de s'habiller. Une femme vraiment très généreuse, dynamique, pleine de joie. Et pour un gars comme moi, c'est pas désagréable à regarder. Mesdames, messieurs, Mitsu! mesdames, messieurs. Bravo, Mitsu. Merci beaucoup. Eh bien voilà, ça se passe toujours au Centre Pierre Charbonneau. Vous êtes invités à venir remplir les gradins. Ça se poursuit jusqu'au minimum 11 heures ce soir, jusqu'à temps qu'on ait atteint notre objectif. On s'est fixé un objectif aux environs de 1,8 million peut-être. Pourquoi pas, hein? 1,8 million. C'est pas trop, c'est pas si mal. Et j'entendais pour les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean tout à l'heure, Claudine Bourdage faire une invitation aux gens de regarder au bas et de se donner la peine de signaler le numéro de téléphone. Je peux vous dire qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, par exemple, à la baie, il y a le havre du Fjord qui est là.
à votre service. À Saint-Félicien, il y a Adara qui est là, et Don Rémy à Jonquière est là aussi. Tout ça, ce sont des œuvres qui sont aidées par la Fondation Jean Lapointe. Ce sont des œuvres qui bénéficient de votre générosité à vous tous. Alors, n'hésitez pas, composez les numéros de téléphone. Il y a beaucoup de personnes que vous allez revoir Téléthon après Téléthon. C'est le cas de mes deux prochains invités. D'abord, M. Serge Lescarbot, directeur général de Lebeau Vitre d'Auto, et M. Roger Desrosiers, le président du groupe Mallette Maheu. Je vous demande de les accueillir chaleureusement. Approchez-vous, M. Lescarbot. Accélère la réadaptation. Just for you. Les douces mélodies de Mozart continueront à bercer les mélomanes à la recherche de plaisir auditif. Mais on sait maintenant que la musique, c'est plus que ça. Son interaction avec le centre de nos émotions procure un puissant moyen de communication lorsque la parole n'est pas possible. C'est aussi un instrument qui, au service de la science, pourra contribuer à l'amélioration de l'état physique et mental d'un nombre grandissant de patients. Au retour, la fabrication du sirop d'érable. D'alléchants biscuits gonflés. Passe une fourchette à travers le biscuit en sac de la marque populaire. Oups. Le biscuit de Crisco doré maintenant. Il est bien plus tendre et plus moelleux. Ils disparaissent drôlement vite. Pour la recette des biscuits vite partis, c'est Crisco doré. Chez nos chefs experts Crisco, on s'en sert. Gaston Brouillette, le plus important fabricant de portes d'acier, de fenêtres en bois et en PVC du Grand Trois-Rivières, vous fait une offre unique. Jusqu'au 1er mai, achetez une fenêtre abattant en UPVC européen et obtenez un thermo avec intercalaire non conducteur. Profitez aussi de spéciaux sur nos portes d'acier. Ce modèle avec un cadre 7 pouces 1/4 recouvert d'aluminium et peint en blanc à 282 $. Ou encore nos modèles avec sérigraphie à 499 $. Informez-vous sur le... La nature ne fait aucun compromis. Wildcat non plus. Wildcat de la Batte. La fraîcheur nature. Les érables coulent. C'est bon signe. C'est la fin de l'hiver, le temps des sucres. C'est dans nos érablières que l'on produit 70% du sirop d'érable dans le monde. La coulée des érables n'a rien à voir avec la sève. L'arbre n'est pas encore réveillé. C'est de l'eau d'érable. Et cette production d'eau dépend du gel et du dégel. Lorsqu'arrive le dégel, l'eau qui se trouve dans le tronc et les racines prend de l'expansion. La pression à l'intérieur de l'arbre augmente. Elle devient plus importante que celle à l'extérieur. Il suffit d'un trou pour que l'eau s'échappe. Cette eau est sucrée. L'été dernier, l'arbre a entreposé d'importantes réserves de sucre sous forme d'amidon. Au printemps, l'eau dilue les réserves sucrées de l'arbre. Et on recueille une eau contenant de 2 à 3% de sucre. Les Amérindiens ont été les premiers à découvrir le caractère sucré de l'eau d'érable. Ils l'ont appris aux colons français qui, à leur tour, ont eu l'idée de transformer cette eau en sucre. Ainsi est né le sucre du pays. Chaque printemps, les gens couraient les érables. Ils récoltaient l'eau dans des barils et la faisaient bouillir. On produisait surtout du sucre. À une époque où on ne pouvait compter que sur soi, fabriquer son propre sucre était très important. C'était une période de réjouissance. On fêtait la fin de l'hiver et l'arrivée du printemps. Aujourd'hui, on ne court plus les érables. Dans 85% des cas, les arbres sont reliés à un réseau de tubulures sous vide. Ces tubulures acheminent par gravité l'eau d'érable à une station de pompage
situé à l'endroit le plus bas de l'érablière. Il ne reste plus qu'à pomper la récolte vers la cabane à sucre. Pour chauffer l'eau d'érable, on utilisait beaucoup de bois. Ici, pendant la saison des sucres, on employait tout ce bois. Maintenant, on n'en utilise que le tiers. Cette économie, on la doit à l'introduction de l'osmose inversée, une technologie qui est utilisée surtout pour dessaler l'eau de mer et qu'on a adaptée pour concentrer davantage l'eau d'érable, d'où une économie de combustible et de temps. L'osmose inversée a lieu à l'intérieur de ce cylindre. L'eau d'érable, qui contient de 2 à 3% de sucre, y pénètre. Elle passera le long d'une membrane semi-perméable qui laisse passer graduellement une partie de l'eau. À la sortie, on retrouve donc de l'eau douce, celle qu'on a extraite, et de l'eau d'érable concentrée, contenant jusqu'à 8% de sucre et d'éléments minéraux. C'est cette eau d'érable concentrée qui sera traitée à la chaleur. Cette grande cuve d'acier est un évaporateur. Mais attention, sa vocation ne se limite pas qu'à évaporer l'eau. Car si on se contentait d'évaporer l'eau à froid, on obtiendrait un sirop grisâtre au goût insipide. En fait, c'est un véritable réacteur chimique. Quand on fait chauffer l'eau d'érable, il se produit de nombreuses réactions chimiques. On assiste entre autres à une caramélisation de certains sucres. C'est cette réaction qui va donner la couleur au sirop. Plus les sucres se caramélisent, plus le sirop est foncé. On essaie de contrôler la caramélisation des sucres car ce goût de caramel peut masquer l'arôme subtil et authentique du sirop d'érable. En plus de la caramélisation, d'autres réactions thermiques viennent enrichir l'arôme du sirop d'érable. Lorsque la solution contient 66% de sucre, alors nous avons du sirop. Le fameux sirop d'érable que l'on récupère. Si on continuait de chauffer, le sucre se concentrerait davantage et on obtiendrait de la tire, puis du beurre d'érable et enfin du sucre. Depuis très longtemps, on évalue la qualité du sirop par sa couleur. Plus il est pâle, meilleur il est. L'apparence du sirop et son goût varient au cours de la saison. Normalement, plus la saison progresse, plus le sirop est foncé. Ici, dans les laboratoires du Service québécois des technologies alimentaires à Saint-Hyacinthe, des techniciens et des scientifiques essaient de percer les mystères du sirop d'érable. On a trouvé des dizaines de substances dont la présence varie selon les sirops. On espère parvenir à définir la qualité du sirop d'érable autrement que par la couleur. Un critère parfois trompeur. Le sirop d'érable, comme le vin, peut connaître de bonnes et de mauvaises années. Et comme pour le vin, le sirop peut être différent d'une région à l'autre. Lorsque l'arbre se réveille et que la sève se met à monter, c'est la fin du temps des sucres, car la sève donne un goût âcre au sirop. Entre les premières vraies coulées et la montée de la sève, il s'écoule environ un mois, ce qui laisse suffisamment de temps pour se sucrer le bec. Délicieux! Chaque année, la malaria tue presque 3 millions de personnes. C'est la maladie dont l'incidence est la plus élevée. Elle touche les populations vivant dans les zones tropicales. Plus de 270 millions de personnes en sont infectées. Aucun médicament et aucun vaccin ne peuvent pour l'instant permettre l'éradication de cette maladie transmise par un moustique.
À défaut de trouver un médicament miracle, un groupe de recherche sur les maladies tropicales de l'Université McGill a mis au point une solution préventive. Il s'agit d'une moustiquaire que l'on enduit d'un insecticide, la permétrine. 1 à 2 applications par année suffisent. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la permétrine ne représente aucun danger pour la santé humaine. Cet insecticide est couramment employé dans les shampoings médicamenteux contre les poux. Ce moustiquaire permettrait de réduire de 30% le taux de mortalité. En attendant de trouver une solution permanente, les pays touchés ont maintenant une arme de plus dans leur lutte contre la malaria. Au retour, des momies inuites. Quand on veut, on peut. Et pendant les jours Récité Rouge Toyota, vous pouvez, par exemple, vous procurer une Corolla au taux de financement de 4,6% pour 24 mois chez votre concessionnaire Toyota. Ici, chez Meubles en Vrac, les prix sont les meilleurs, c'est garanti. Regardez bien. Pour vos travaux, secrétaire avec huche en mélamine, notre bas prix 79,95. Rangez vos appareils avec cette unité murale en mélamine à 139 $ seulement. Appréciez le confort de cette chaise sur bille au prix incroyable de 159 $. Choisis, vous payez moins cher chez Meubles en Vrac. Science à son meilleur. Et maintenant, la collection découverte. Des livres thématiques, des recueils de chroniques et de reportages dans tous les domaines de la science. Espace, technologie, environnement, médecine et recherche fondamentale. Des sujets clairs, pertinents, avec de nombreuses illustrations en couleur. Offert maintenant en librairie, une enquête sur l'une des grandes maladies du siècle, le cancer entre la douleur et l'espoir, par Alain Borgognon. La collection découverte, publiée par la SRC et les éditions Pierre Tisser. La science à la portée de tous. Il y a du nouveau dans la région. Un 5e Ronan Entrepôt, ici, à Trois-Rivières. Venez voir, c'est tout nouveau, c'est pas pareil. Tout d'abord, c'est un marchand Rona qui est propriétaire. Ça fait que du service, il y en a, de la variété, encore plus. Avec les meilleurs prix, c'est garanti. Je vous invite au tout nouveau Ronan Entrepôt de Trois-Rivières. Vous allez voir la différence. Parce qu'un Ronan Entrepôt, c'est un Rona. Ouais, un marchand Rona, quand c'est décidé, ça se laisse pas marcher ses pieds. Rona l'Entrepôt, on vous en donnera toujours plus. Qu'est-ce que vous faites l'hiver prochain? Faites d'abord un saut chez votre concessionnaire Skidoo pour économiser durant la fièvre du printemps. De plus, profitez d'une livraison garantie de votre motoneige Skidoo 97 préféré. Et obtenez jusqu'à 400 $ de rabais sans aucun paiement ni intérêt avant le 1er février 1997. Passez vite chez votre concessionnaire Skidoo durant la promotion Fièvre du printemps. Appelez au 1-809 Skidoo pour connaître le nom du concessionnaire Skidoo participant de votre région. Un cimetière est un endroit paisible. On s'y arrête quelques instants pour penser à un être cher. Des souvenirs nous reviennent. C'est à la fois triste et réconfortant. La pierre tombale, bien sûr, marque l'endroit où la personne a été ensevelie. Dans plusieurs cultures, ces endroits sont nécessaires. On a besoin de s'y rendre pour se recueillir. En fait, les humains sont les seuls êtres sur Terre qui ensevelissent leurs morts. C'est une coutume qui remonte aux hommes de Néandertal, il y a plus de 60 000 ans. On a en effet retrouvé des tombes de cette époque, dont certaines contenaient des vestiges de fleurs anciennes, une indication probable de l'existence de rites funéraires à cette époque. C'est donc en étudiant les tombes du passé qu'on peut découvrir des indices sur le mode de vie de nombreuses cultures. Et c'est justement ce qu'ont fait les archéologues du Groenland lorsqu'ils ont retrouvé un ancien site funéraire inuit. Une poupée ancienne? Non. Un bébé de 6 mois, momifié. Un garçon, peut-être, à la façon dont les vêtements sont coupés. Ce bébé a plus de 500 ans. Il fait partie d'un groupe de 8 momies inuites datant de la fin du XVe siècle. Cette découverte s'est faite en 1975 à Krilakitork, sur la côte ouest du Groenland. Sous un surplomb rocheux, une caverne.
dans laquelle il y a 2 tombes. Dans l'une, 3 femmes, mais à la vue, un seul corps. Il faut dire qu'à l'époque, on empilait les cadavres les uns sur les autres. Dans l'autre tombe, 5 corps, 3 femmes et 2 enfants, dont notre bébé. Pour protéger les morts contre les bêtes sauvages, on les avait cachés dans cette grotte dont on a scellé l'entrée avec des pierres. Sans le savoir, les Inuits avaient réuni toutes les conditions essentielles à la momification. L'entrée de la caverne pointe au nord, donc il n'y a pas de soleil direct. La température se maintient presque toujours sous le point de congélation, sauf pour quelques courtes semaines durant l'été, où elle dépasse rarement les 5 degrés Celsius. Enfin, une cheminée naturelle favorise le passage d'un air froid et sec. Les bactéries responsables de la putréfaction des corps ne peuvent pas faire leur travail. Résultat, l'eau dans les tissus disparaît, les graisses fondent, les muscles se ratatinent, mais les os, les tendons, la peau et les cheveux demeurent. Les vêtements aussi. Sur les 8 momies de Krilakitork, les 4 momies les mieux conservées sont ici, dans cette salle du musée le plus au nord du monde. Mais avant de les offrir au regard, ces momies ont fait un large détour par le Danemark. Là, les chercheurs les ont manipulées avec une délicatesse peu commune. Ces momies, fragiles comme des poupées de porcelaine, sont les plus vieilles jamais découvertes dans tout le monde polaire arctique. Pour Émile Rosing, le conservateur, ces momies sont comme des pages dans un livre d'histoire. Sa femme, française d'origine, partage sa passion pour le Groenland. À partir de leur sarcophage de verre, c'est toute la culture inuite de l'époque médiévale que ces momies nous révèlent. Est-ce qu'on sait quel âge l'immontaine elle a à peu près 25 ans. On a pu se rendre compte de l'âge, surtout en étudiant la dentition. Les Esquimaux utilisaient beaucoup leurs dents dans tout le travail de peau, de couture, et les plus âgés, les dents sont complètement à raser. À force d'étirer les tendons et d'assouplir les peaux en les mâchant, les incisives sont réduites de moitié à l'âge de 25 ans. S'il y a plein de choses que l'observateur attentif peut voir à l'œil nu, la technologie moderne, elle, permet d'aller au-delà des apparences. Grâce aux rayons X, on ne décèle aucune anomalie chez notre bébé. Il est en pleine santé. On l'aurait enterré vivant avec sa mère décédée. C'était la coutume à l'époque. Qui l'aurait allaité autrement? Chez les adultes, c'est différent. Son ventre est comme gonflé. Gonflé, oui. Et on a cru au début qu'elle était enceinte. Il n'en est rien. La radiographie a permis de constater l'absence de fœtus, sans que les chercheurs aient à altérer l'intégrité physique de la momie. Chez cette femme de 30 ans, le ballonnement du ventre serait dû à un début de putréfaction vite arrêté par le froid. Les vêtements auraient pris la forme de l'abdomen et l'auraient conservé depuis. Les radiographies des autres momies révèlent aussi des fractures, la compression des vertèbres ou même des calculs biliaires. Ce qui a le plus frappé, c'est que, en fait, une des momies qui n'est pas exposée ici est décédée très certainement d'un cancer du pharynx, une forme de cancer qui se rencontre très souvent chez les Esquimaux, aussi bien au Canada qu'en Alaska, et qui se rencontre en Chine et en Afrique du Nord. Alors, on ne sait pas très bien la relation. Le fait est qu'on pouvait, en 1450, au Groenland, mourir d'un cancer. Sur cette radiographie, le pharynx de la momie est absent. Comparons maintenant avec celui d'un Inuit en bonne santé. On voit bien le blanc de l'os. On a aussi constaté que les os sont minces et présentent des signes d'usure causés par l'ostéoporose.
Leurs os manquent de calcium très important par rapport à la population actuelle, et ce qui est évidemment, les sources de calcium étaient tout de même limitées, il n'y avait pas de lait. Quelles étaient les sources de calcium à l'époque? Les entrailles, le foie par exemple, tout ce qui n'est pas vraiment viande, toutes les autres parties des animaux, et aussi ce qui est très important et qui est une délicatesse encore aujourd'hui au Groenland, c'est la peau, le derme de toutes les baleines. Et le foie dans tout cela. Oui, on le mange cru. Et on savait donc que c'était une source de calcium. Je ne sais pas si on le savait vraiment consciemment, mais on le pensait, et c'est très bon. Un foie tout chaud, c'est vraiment délicieux. Ils sont morts de ça. Pas énormément comme Manorat, lui à la portière à Madou. Il a porté sous ça, ils sont morts. Et puis qu'est-ce que ça me faisait, ce geste avec l'oreille? Non, c'est pas l'oreille, c'était les cheveux. C'était les cheveux. Oui, parce qu'on a analysé, par exemple, les cheveux pour justement connaître la proportion de métaux qui étaient dans les corps. Proportion de plomb, de mercure, de cadmium était bien sûr bien moindre que ce qu'on trouve chez les Groenlandais contemporains. Et pourtant, ici au Groenland, bien peu de choses ont changé. Pas d'usines et très peu de mines. Alors ces métaux